Chers et chers collègues, mesdames et messieurs, bienvenue à cette leçon d'au revoir, leçon d'adieu du professeur Karl-Heinz Krause. Le parcours du professeur Karl-Heinz Krause illustre parfaitement ce qui fait l'enchantement de la profession médicale. Et dans une période de relative morosité, il est important de le souligner. C'est cette possibilité de vivre successivement ou en parallèle de nombreuses vies professionnelles, d'explorer les différentes facettes que sont la pratique clinique, la recherche fondamentale, l'innovation, la translation de découvertes faites dans des éprouvettes en nouvelles solutions diagnostiques ou thérapeutiques pour nos patients, mais également leur valorisation par le dépôt de brevets et la création d'entreprises. Il est rare que toutes ces facettes se retrouvent dans une même carrière, et c'est non seulement impressionnant, mais aussi inspirant. Je vous laisse juger. Karl-Heinz Krause obtient un diplôme et un doctorat de médecine à l'université Ludwig-Maximilians-Universität de Munich, puis se spécialise en médecine interne et en maladies infectieuses à Genève. Il passe 2 ans aux États-Unis pour effectuer une fellowship en recherche et clinique à l'université d'Iowa. À la faculté de médecine de l'université de Genève, il gravit rapidement les échelons académiques, privat docent en 1993, professeur associé en 1998, et en 2001, il est nommé professeur ordinaire, titulaire d'une chaire de la Fondation Louis Jantet. Dès 2005, il rejoint le département de pathologie et immunologie. À la fois médecin et chercheur, il a en outre été médecin-chef des services médico-techniques du département hospitalier de gériatrie et depuis 2005, chef du laboratoire de thérapie cellulaire expérimentale des hôpitaux universitaires de Genève. Karl-Heinz Krause travaille d'abord dans le domaine des maladies infectieuses, plus particulièrement dans la biologie du neutrophile, avant d'amorcer un tournant vers les mécanismes moléculaires et les thérapies des maladies liées à l'âge. Ses principaux domaines de recherche sont d'une part les NADPH oxydases, génératrices d'espèces réactives de l'oxygène, dont il a été parmi les premiers à mettre en évidence les mécanismes physiologiques, et d'autre part les neurones dérivés de cellules souches pluripotentes. Dans le domaine des cellules souches, il travaille également au développement de tissus neuronaux artificiels. Très actif dans la valorisation industrielle, il a déposé de nombreux brevets et cofondé plusieurs startups, dont GenKiotex, développement d'inhibiteurs de la NADPH oxydase, Neurix, pour les tissus neuronaux dérivés de cellules souches pluripotentes, ou encore Antion Biosciences, dont le développement des mini-gènes thérapeutiques ont permis de signer un partenariat avec l'une des plus grandes entreprises développant les thérapies cellulaires. Lauréat de nombreux prix, il est aussi membre de l'Académie suisse des sciences médicales, de l'American Society for Clinical Investigation et a été membre du conseil scientifique du Fonds national suisse de 2000 à 2010. Professeur honoraire de notre faculté depuis peu, Karl-Heinz restera toutefois actif dans le domaine de l'innovation, de la translation et de la valorisation de la recherche biomédicale, notamment en prenant prochainement la présidence du conseil de la Fondation pour recherche médicale et en collaborant avec l'université pour développer une pépinière de spin-off et de start-up en lien avec notre faculté de médecine, notamment dans le bâtiment voisin, qui est le bâtiment de la Tulipe. Cher Karl-Heinz, merci de tout cœur pour tes multiples contributions, déjà réalisées, mais surtout aussi celles à venir pour le développement et le rayonnement de la médecine genevoise. Nous nous réjouissons maintenant d'entendre ta leçon d'adieu. Voilà, merci beaucoup Antoine pour cette introduction très, très gentille. Et puis, chers collègues, chers amis, merci beaucoup d'être venus pour ma leçon d'adieu. Comme Antoine a déjà indiqué, je n'aime pas trop les termes adieu, mais c'est comme ça et je vais vous voir que je vais rester quand même un peu. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes sujets préférés, c'est la question comment aller partir de la recherche fondamentale et arriver à la biotechnologie et un produit biotechnologique. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien vous faire un petit résumé, bien que de ma carrière, bien qu'on a déjà fait assez bien. Donc j'ai commencé en 1976 mes études à Munich. Et le monde était encore différent à l'époque. En fait, il y a Apple, non, il faut que je fasse là. Il y a Apple qui a été créé en 1976. Ça, c'était leur premier ordinateur. Il y avait Elvis Presley qui était encore vivant.
il y avait les bicentenaires d'indépendance américaine, et c'est intéressant pour la médecine parce que vous connaissez probablement l'histoire. Il y avait des vétérans de l'armée américaine qu'on appelle aussi les légionnaires, qui étaient là en grande quantité, et un certain nombre d'entre eux, qui étaient tous dans le même hôtel, si je me souviens, ont développé une maladie mystérieuse qu'on a finalement appelée la légionellose. Et aujourd'hui, c'est une maladie qu'on connaît tous bien, mais donc c'était aussi en 76 que ça a commencé. Alors, continuons. En 1982, donc, j'ai reçu mon diplôme de médecin de l'Université de Munich et j'ai continué à me spécialiser en médecine interne et en maladies infectieuses. Pour moi, dès le début, c'était clair. Je voulais être un clinicien-chercheur, quelqu'un qui fait en parallèle la clinique et la recherche, et plutôt une recherche fondamentale. Ça m'a toujours attiré. Et j'ai eu l'incroyable chance dans ma vie que sur toute la longueur de ma carrière, j'ai pu avoir ce double track et je ne regrette rien, même si de temps en temps c'était quand même difficile, je l'avoue. De 1984 à 1998, j'étais en maladie infectieuse et là, la grande question, c'était vraiment comment les neutrophiles peuvent tuer les micro-organismes, en particulier les bactéries. Et puis, j'ai travaillé sur l'activation des neutrophiles par le calcium. Et aussi, j'ai commencé à travailler sur la production des radicaux libres, et je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. En 1998, j'étais nommé donc professeur adjoint en gériatrie, et là, ça m'a permis d'élargir mon spectre scientifique, en particulier, soudainement, les radicaux libres, c'était plus seulement la défense antibactérienne, mais c'était certaines maladies, incluant la maladie d'Alzheimer, et c'était peut-être aussi un des mécanismes de vieillissement tout général. Et j'ai commencé aussi dans ces contextes de me beaucoup intéresser pour les nouvelles thérapies, les thérapies cellulaires et les thérapies géniques. En 2006, la situation se complique parce que je suis accueilli en PATIM. Merci Beat de m'avoir accueilli tellement bien. Et j'ai continué à être consultant en maladies infectieuses, mais l'hôpital me confie aussi l'activité de la thérapie cellulaire expérimentale. Donc, ce que je peux vous assurer, les dernières, c'est combien, 17 ans, je n'étais pas en chômage. Voilà. Ensuite, donc c'est depuis à peu près 2000, j'avais un intérêt augmentant dans la biotechnologie et, comme déjà mentionné par Antoine, j'étais membre élu dans certaines sociétés de savants, et c'est que m'a fait particulièrement plaisir, j'ai reçu les médailles d'innovation de notre université. Alors, ici, un petit graphique pour vous expliquer mes recherches sur les années. Donc, j'ai commencé avec la signalisation calcique dans les neutrophiles. Après, je me suis commencé à m'intéresser pour la production des radicaux libres par les NADPH oxydase plus générale. Et depuis à peu près 15 ans, je me suis intéressé de plus en plus pour les thérapies moléculaires et cellulaires. Je ne vais pas vous parler trop de la signalisation calcique, mais j'aimerais bien vous montrer quand même la raison pourquoi on a switché de calcium vers le NADPH oxydase. C'est un bel exemple de la sérendipité, à mon avis. Alors, c'était au milieu des années 90, il y avait un jeune homme, un jeune médecin très doué, très motivé, qui a dans mon labo, et vous connaissez probablement tous, aujourd'hui c'est le professeur Schrenzel, et Jacques, il avait la tâche d'utiliser la technique de patch clamp pour étudier le courant dans les neutrophiles. Le patch clamp, c'est une technique assez sophistiquée qui permet de vraiment mesurer les courants à travers la membrane. Et nous, on avait l'indication ou des arguments indirects que dans les neutrophiles, il pourrait y avoir un nouveau type de canal calcique. Et Jacques devrait les trouver, et il était assez rapide à apprendre cette technique, et il a trouvé les courants assez intéressants qui, en première vue, ressemblaient énormément de courants calciques. Mais
Jacques a fait encore beaucoup plus d'expérience et beaucoup d'analyses, et finalement, il m'a dit, non, ce n'est pas un courant calcique, ça doit être quelque chose d'autre. Alors, on a testé tous les ions possibles, mais ce n'était pas un courant ionique, mais c'est un courant. Alors, on s'est dit, la seule solution, ça pourrait être un courant d'électrons. Donc, c'est le courant qui sort d'une prise électrique, des électrons purs. Mais est-ce que c'est possible? Oui, dans les neutrophiles, oui, et pour la raison suivante, maintenant, vous voyez, on arrive aux NADPH oxydases, parce que les NADPH oxydases, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent NADPH, ils enlèvent l'électron de NADPH, ils transportent cet électron à travers la membrane, ils l'attachent à l'oxygène, et ça, c'est le superoxyde, donc c'est la première intermédiaire ou la première molécule dans ce qu'on appelle les radicaux libres. Après, il y aura des réactions plus ou moins spontanées de faire des peroxydes d'hydrogène, de faire l'acide hypochlorique, le radical d'hydroxyle et d'autres. Et ça, ce sont les mécanismes qui sont importants pour l'activité bactéricide des neutrophiles. Mais on a assez rapidement compris que l'histoire est beaucoup plus large. Mais avant d'élargir, finissons avec l'histoire des courants d'électrons. Alors, on a eu la chance qu'on a pu obtenir des neutrophiles, des patients qui n'ont pas de NADPH oxydase de façon génétique. Donc, c'est une maladie génétique. Et puis, Jacques a pris le neutrophile de ces patients et vous voyez, le courant était complètement disparu. Ça, un courant normal, ça, c'est dans un patient avec une déficience en NADPH oxydase. On a fait encore beaucoup d'expériences et à la fin de la journée, ou de 2 ans, on s'est convaincu que c'était vraiment, qu'on a mesuré le courant électron. Ça, c'était nouveau, personne n'avait fait avant. Ça a valu un article en Nature à Jacques, et moi, ça m'a mis sur la piste 25 ans de recherche sur les NADPH oxydase. Alors, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait? On était fortement impliqués dans la découverte de nouvelles isoformes et de nouveaux sous-unités de cette NADPH oxydase. On a beaucoup travaillé sur la fonction cellulaire, mais aussi dans les organismes de cette NADPH oxydase. Moi, j'étais le fondateur de la conférence la plus importante dans notre domaine, la Knox-Gordon Conference. Ça m'a valu 25 ans de subventions sans interruption par les fonds nationaux. Et on a écrit une revue qui est devenue l'article le plus cité dans notre domaine de NADPH oxydase. Alors, maintenant, je vais quand même vous parler un tout petit peu de la science de NADPH oxydase. On a finalement trouvé qu'il y a 7 différentes isoformes. Et cette isoforme, ils se ressemblent tous, mais il y a des petites différences. Les 4 en haut que vous voyez ici, ils sont activés par les sous-unités. Et les 3 en bas, ils sont activés par les calcium. Donc, ils sont les sites de liaison pour les calcium. Et celui-là, il est toujours actif et c'est plutôt réglé par l'expression de niveau de mRNA. Maintenant, pourquoi on a tellement? Est-ce que c'est vraiment important? Malgré 25 ans de recherche, on est plutôt au début qu'à la fin de compréhension de tout ça. Mais au moins 2 choses, je peux vous dire, c'est le NOX2 et le DUOX2. On comprend très bien à quoi il sert. Le NOX2, donc j'en ai déjà parlé un peu, ce sont des patients qui n'ont pas cette forme NOX2, c'est la NADPH oxydase de phagocytes. Et ça fait une immunodéficience sévère. Ici, vous voyez les photos d'un jeune garçon qui a la forme sévérissime de cette maladie, qui a des abcès à staphylocoque sous-cutanés, mais aussi dans ses poumons. L'autre déficience génétique qui est bien étudiée, c'est la déficience en DUOX2. Et ça fait une forme très sévère d'une hypothyroïdie. Donc, les bébés qui sont nés avec cette déficience-là, soit ils sont corrigés très rapidement, ou ils ont une très haute mortalité et morbidité. Mais comment ça se fait qu'on a besoin, je pense la défense antibactérienne, ça vous êtes tous d'accord, mais comment ça se fait qu'on a besoin d'une NADPH oxydase pour la production des hormones thyroïdiennes?
Alors, le défi est le suivant. Pour avoir un hormone thyroïdien actif, vous avez besoin d'attacher 4 iodes à une molécule précurseur. Et d'un point de vue biochimique, c'est très difficile. Il y a finalement un seul enzyme qui peut le faire, et c'est une peroxydase. Et puis, une peroxydase, comme on dit déjà un peu le nom, a besoin de peroxyde d'hydrogène pour faire le travail. Alors, nous avons besoin d'une peroxydase, et en fait, il y a une peroxydase spécifique de la thyroïde qui est là pour faire que ce travail-là. Mais d'où vient le peroxyde d'hydrogène? Vous avez deviné, c'est le DUOX2 qui est hautement exprimé dans la thyroïde et qui est la seule source relevante pour cette réaction. Alors, j'espère que je vous ai convaincu qu'il y a au moins 2 de ces enzymes sont vraiment essentiels et on ne peut pas les remplacer. Mais on s'est quand même posé la question, et c'était vraiment les derniers travaux qu'on a fait dans le domaine de NADPH oxydase. On s'est posé la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de 7 de ces enzymes-là? Est-ce qu'ils ne pourraient pas se remplacer un l'autre? Et là, on a pris une approche qu'on n'a jamais prise avant, mais j'adore. Je trouve que c'était un des projets de recherche que j'ai aimé le plus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé les enzymes NOx pendant l'évolution des mammifères. Et c'est par Vincent qui était crucial pour cette étude-là. Et là, vous voyez toutes les arbres très diversifiés de mammifères. Et on s'est dit, si un enzyme est toujours là, ça doit être vraiment essentiel. Ou si on peut perdre un enzyme, c'est peut-être un peu moins important. Et pour vous donner tout de suite une réponse, c'est qu'on a trouvé que le NOx2, NOx3, NOx4, DUOX1 et DUOX2 sont trouvés dans toutes les espèces mammifères qu'on a pu étudier. On a pu étudier, je crois, 170, celles de tous les clades. Donc, ils sont toujours là. On ne peut pas les perdre. Par contre, NOx1 et NOx5, ils s'étaient perdus dans certaines espèces. Et ça, maintenant, je vais vous montrer quelques jolies photos des mammifères que vous ne connaissez peut-être pas tous. Mais commencez avec le NOx1. Le NOx1, c'est une NADPH oxydase assez comme les autres. Il est hautement exprimé dans les côlons et au taux plus faible aussi dans les cellules vasculaires, fibroblastes, etc. Et NOx1 est perdu dans les Afrotheria. Ça vous dit quelque chose, Afrotheria? L'Afrique était pour longtemps une île sans connexion avec d'autres continents. Et là, Afrique, il y a une faune qui s'est développée qui est franchement différente de faune dans d'autres continents. Après, évidemment, ça a commencé à mixer. Alors, je vais vous montrer quelques jolies photos des Afrotheria. Vous connaissez certainement tous l'éléphant. La plupart d'entre vous vont connaître les manatis qui nagent devant les côtes de la Floride, mais ils sont d'origine de l'Afrique. Les autres, vous avez peut-être jamais vu, mais tous ces animaux, ils n'ont pas de NOx1. Et ce qui est tout à fait étonnant, je vous ai dit, c'est dans les côlons, et les manatis ont un côlon de 40 mètres. C'est le plus long côlon qui existe à ma connaissance. Malgré ceci, les manatis n'ont pas de NOx1. Et l'animal qu'on n'a pas pu étudier pour l'instant, mais on suspecte que ça manque aussi, c'est le mammouth. Et le deuxième groupe est encore presque plus intéressant, ce sont les monotremata, ce sont des mammifères qui n'ont pas de utérus, ce sont des mammifères qui pondent les œufs. Et pourquoi ils s'appellent mammifères? Parce qu'ils sont un clan mammalien, et puis ils vont allaiter les bébés. Et c'est pour ça qu'ils sont des mammifères. Et là, tous ces groupes, les groupes de platypus et les groupes de echnita, ils ont perdu. Et maintenant, un petit fun fact, il y a 2 semaines, dans tous les grands journaux, je ne sais pas si vous avez vu, on a retrouvé un animal qui est en croix extinct, et c'est Echnita à bec long. C'est un peu spécial, mais je suis quand même très, très content que finalement cet animal était retrouvé. Maintenant, allons-y vers le NOx5. Le NOx5, c'est donc une enzyme, une NADPH oxydase hautement exprimée dans les spermes.
mais aussi à plus faible niveau dans les lymphocytes, dans les cellules vasculaires, etc. Et en fait, on parle de l'idée, et vous trouvez ça dans la littérature, qu'on pourrait développer les inhibiteurs des NOX5 comme contraceptifs pour l'homme. Donc c'est quelque chose qui est sérieusement discuté. Et alors ça m'a beaucoup étonné que finalement, c'est là, c'est les rongeurs qui ont le plus perdu le NOX5. Tous ces animaux-là, et c'est un panoplie fantastique, ils ont perdu le NOX5, mais ils ne semblent pas avoir de problème de fertilité. Donc je pense qu'il doit y avoir des alternatives au NOX5, au moins pour les souris. Mais c'est intéressant, il y a quand même des rongeurs, famille des écureuils et famille des marmottes, qui ont gardé le NOX5. Donc là, vous avez vraiment une scission à l'intérieur de NOX. Alors, je pense, ça m'a amusé de vous montrer tous ces animaux fantastiques, mais on va les quitter. Et je veux simplement un peu ce que j'ai appris dans les 25 ans. Vous pouvez me dire si je peux résumer dans une slide, c'est pas beaucoup, mais j'ai essayé. Donc, le NOX, donc c'est les radicaux libres qui sont vraiment importants pour les fonctions physiologiques, et c'est que le mieux compris, c'est le NOX2 pour la défense antibactérienne et le DUOX2 pour la synthèse de hormones thyroïdiens. On a les déficiences génétiques que je vous ai montrées, et ce que je ne vous ai pas montré, et maintenant on arrive à la biotechnologie, qu'on sait aussi que une suractivité de NOX va créer trop de radicaux libres, et ça peut endommager des organes et peut même être la cause du vieillissement. Et dans cette idée-là, on a créé une entreprise qui s'appelle Genkyotex, qui était vraiment destinée à développer les inhibiteurs de NOX dans une situation où il y aura une suractivité. Et je vais revenir tout à l'heure à cette entreprise tout brièvement. Alors donc, je me suis intéressé depuis 2000 pour la biotechnologie. Depuis 2006, j'ai commencé à créer les startups. J'étais impliqué comme cofondateur dans la création des 6 startups. Ici, vous voyez le logo. Je vais vous parler un peu plus après de Antio, mais pour l'instant, je vais plutôt poser la question pourquoi j'ai succombé de cette Hello from the other side, pourquoi soudainement j'ai quitté la situation agréable dans la science et je me suis transféré dans le monde sauvage de la biotech. Alors, le premier réflexe que les gens disent, ah oui, la recherche n'a pas bien fonctionné, c'est pour ça, elle fait autre chose. Mais ce n'était pas vraiment le cas, au moins à mon avis. Vous voyez ici une façon de compter si quelqu'un est bien vu par les collègues, c'est combien il est cité par année. Et depuis plus que 10 ans, les travaux de notre labo sont cités au moins 2000 fois par année par des collègues dans les articles. Ça, c'est une chiffre qui est vraiment tout à fait honnête. J'ai eu de très bons soutiens de fonds par les fonds nationaux, par l'Europe, et aussi un très bon soutien par la Fondation Clayton. Et puis, ça vaut que ça vaut, mais ils essaient de faire des listes de scientifiques en Suisse et dans le monde, et j'ai en place dans ce site web qui est honorable, disons. Alors, mais pour moi, beaucoup plus important que la... Comment je dirais, comme tous ces chiffres pour les publications, etc., et je vais revenir tout à l'heure, c'est finalement quels sont venus mes anciens collaborateurs. Et là, cette diapo, c'était un des diapos que j'ai le plus aimé à préparer parce que ça m'a fait revoir mes anciens membres. Et j'ai oublié 2 ou 3 personnes, et je m'excuse, mais vous voyez, le diapo est bien plein. Et vous voyez que beaucoup d'entre eux sont devenus des professeurs en Suisse, en Europe, en Amérique du Nord, même en Chine. D'autres ont des positions 4 dans l'industrie biotechnologie. Et finalement, tout le monde va bien. Et pour ceux que j'ai oubliés sur cette liste, je m'excuse. Et les gens qui étaient récemment au labo, d'ailleurs, ils vont venir plus tard. Ça, c'est que les anciens membres du labo.
Alors, donc, on repose la question pourquoi je me commencé à m'intéresser dans la biotechnologie et les startups, et j'ai 3 réponses à vous donner. La première, les demandes financières pour développement technologique, en particulier pour un développement de thérapies. Si vous voulez aller que jusqu'à phase 2, en général, il faut compter 100 millions. Si vous allez phase 3 et accréditation des médicaments, vous êtes déjà 1 milliard. Alors, c'est complètement exclu d'obtenir ce type d'argent avec l'argent public, et c'était une des motivations. Mais il y a d'autres. Le deuxième, c'est finalement une question de sens et finalité. Pour moi, la publication d'un article, c'est une façon de communiquer des résultats scientifiques, mais ça ne peut pas être la finalité de la recherche scientifique. Maintenant, je ne dis pas que la biotech, c'est la seule finalité, mais c'est une finalité qui, pour moi, est très satisfaisante. Et le troisième point, et je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais moi, je sens ça très fortement, la science reçoit beaucoup de la société. Et il faut qu'on retourne quelque chose à la société. Et il y a plusieurs façons de le faire, mais création d'une start-up et valorisation des résultats de recherche, c'est une façon de vraiment dire merci à la société et de vraiment bien interagir. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas si la liste est complète, mais j'ai essayé de faire un peu ce qu'on peut faire dans une start-up. Vous pouvez travailler sur les moyens diagnostiques, vous pouvez travailler sur le développement des molécules ou des médicaments classiques, on appelle aussi les small molecules. Vous pouvez avoir une start-up qui fait la recherche pour d'autres plus grandes entreprises. Ça peut être dans le domaine informatique, la medtech, ça veut dire les appareils pour la médecine, les technologies biomédicales et les ATMP, donc ce que j'appelais avant les nouvelles thérapies, les thérapies cellulaires et les thérapies géniques. Alors, où est-ce que se trouvent nos entreprises? Les premières deux, ici à gauche, ils sont comme vocation de développer les petites molécules, donc les médicaments plus ou moins classiques, et Cenkiotex, qui était entre-temps acheté par une plus grande entreprise, Calliditas, a but de développer un médicament qui s'appelle maintenant Cetanaxib et qui est en phase 3 pour la cholangite biliaire primaire. Et je suis très content que Laetitia, qui a été travaillée au Cenkiotex la première jour, qui travaille encore maintenant pour Calliditas, qui est là. Alors, on a deux entreprises qui font créer deux entreprises qui font sur des CRO qui font la recherche pour d'autres entreprises. On a créé Antion, et je vais vous en parler plus après, qui est l'interface entre les technologies biomédicales et les ATMP. Et puis, finalement, le plus jeune parmi ces entreprises, c'est Eketis, qui fait les ATMP purs, et je vais vous en parler un tout petit peu plus après. Alors, je vais vous parler d'Antion. Et comme beaucoup de choses en Suisse, les bonnes choses commencent en haute montagne. Et on fait ces une semaine de pot de phoque. Vous reconnaissez peut-être moi, un peu plus difficile à reconnaître, c'est Bernard Hirschel, que je vois là en haut. Salut Bernard. Et puis, on avait une semaine de pot de phoque fantastique, mais on a beaucoup discuté à la science. C'était en 2009. Qu'est-ce qui est arrivé dans ces moments-là? Il y avait le célèbre Berlin Patient, qui était le premier et pour longtemps le seul patient HIV qui était guéri. Et comment il était guéri? C'est un monsieur qui avait aussi un cancer et il était obligé de recevoir une transplantation de moelle et ils ont transplanté, ils ont trouvé un moelle qui était déficient dans un récepteur pour l'HIV, le CSR5. Et après cette transplantation de ces moelles, le patient peu à peu a perdu le virus et puis
il n'avait plus besoin de ces médicaments et à la fin, on n'a plus pu trouver le virus chez lui. Donc c'était une histoire presque miraculeuse, mais imaginez, on voulait traiter plus de patients avec ça, c'est impossible. C'est déjà assez difficile de trouver un bone marrow avec une moelle qui matche en termes d'immunologie. Si en plus vous voulez un donneur qui est CCR5 négatif, vous pouvez faire ça une fois par 5 ans, transplanter un patient, pas plus que ça. Et donc, les discussions qu'on a eues, c'était est-ce qu'on peut transformer la moelle du patient, donc les cellules sous hématopoïétiques du patient, en CCR5 négatif, et si jamais, est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser la microRNA dans ces buts? Et avant de vous avancer dans ces projets, je vais sauter un peu en avant pour vous dire, oui, on a pu faire ça, on a pu créer une moelle humaine qui était, ou des cellules souches hématopoïétiques humaines qui étaient CCR5 déficients, qui étaient résistants à l'infection HIV, et même si on a pu transplanter les souris, c'était avec Roberto Specazzuri qu'on a fait, on a pu transplanter les souris avec cette moelle humaine, et dans ces modèles animaux, ils sont devenus résistants ou protégés au moins de l'infection HIV. Donc ça a bien fonctionné, mais on n'a jamais pu développer vers une entreprise. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais trouvé les investisseurs qui voulaient investir les sommes nécessaires pour un traitement de HIV qui, soyons honnêtes, c'est maladie des pauvres. Donc c'est beaucoup plus difficile de trouver les investisseurs pour ça. C'est triste, mais c'est la réalité, donc il faut le voir. Alors, ce qu'on a fait après, on a continué à développer la technologie du microRNA, mais on a utilisé de plus en plus pour les CAR T-cells, pour optimiser la fonction des CAR T-cells. Alors, maintenant, un petit retour à la science. Qu'est-ce qu'un microRNA? Pour expliquer ça, je vous explique d'abord brièvement le dogme central de la biologie moléculaire. Vous connaissez tous, mais je dis quand même. Donc, on a un gène qui est dans l'ADN. Il a une transcription. On a une ARN messager qui va être responsable que la protéine est faite selon les indications qui sont données dans les gènes. Donc jusqu'à là, tout est simple. Mais, et ça c'est tout vrai, mais il y a des gènes qui fonctionnent complètement différents. Par exemple, le gène de microRNA. Vous avez aussi un gène qui est codé dans l'ADN. Vous avez une RNA qui est faite, mais c'est une RNA très spéciale. Regardez, elle est en forme d'épingle. Et cette microRNA, elle n'est pas du tout là pour faire les protéines, mais les dégrader, et à la fin reste un petit morceau qui est une small inhibitory RNA, donc une ARN, une petite ARN inhibiteur. Et comment elle fonctionne? Elle va bloquer des ARN messagers et donc éviter que la protéine est faite. Ça semble horriblement compliqué, mais ça fait partie de la homéostasie fine d'une cellule et on sait de plus en plus que ce sont des mécanismes très importants pour une cellule normale. Alors, l'idée de développer maintenant ces microRNA, donc cette façon très subtile de bloquer l'expression d'une protéine, ce n'est pas nouveau, ce n'était pas notre idée. Par contre, quand on a commencé à travailler là-dessus, les designs des microRNA que je vous montre ici, c'était extrêmement inefficace. Il fallait mettre 50 copies d'un gène de microRNA dans les cellules pour pouvoir en effet. Et là, vous voyez l'équipe fantastique qui a travaillé ensemble pour développer maintenant cette microRNA en quelque chose qui a vraiment une utilité. Et là, vous voyez et maintenant ce qu'on a appelé MIRG pour la microRNA de Genève. Et qu'est-ce qu'on a fait différent? Au début, vous pensez que c'est la même chose, mais ce sont les petits détails, mais c'était quand même quelques années de recherche pour arriver là-bas. Regardez par exemple le lower stem, donc la partie basse de cette épingle
attendez, je dois le faire comme ça. La partie basse de cette épingle, elle avait 9 paires de bases dans les vieux designs. Nous, on a testé toute la longueur et on s'est rendu compte qu'il faut 13 paires de bases pour être optimal. Une autre, c'était la question où positionner la partie qui va devenir les petites RNA inhibitrices dans les designs originaux, c'était en bas, donc ça veut dire côté 3', mais on s'est rendu compte que le système devient beaucoup plus efficace si on va 5'. Il y avait une dizaine de ce type de modifications qui a fait que maintenant, à place de devoir mettre 50 mini-chaînes dans une cellule, un seul était suffisant pour bien remplir la fonction. Donc maintenant, c'est devenu un outil de recherche intéressant, c'est devenu un outil de biotechnologie. Une autre chose qui était aussi intéressante, très important, on a travaillé, c'était en particulier Francis, sur la technologie de multiplexing, ça veut dire plutôt que faire une seule microRNA par chaîne, on peut mettre maintenant 6 microRNA par chaîne, et ça fait un vrai progrès parce que vous pouvez régler l'expression de 6 différentes chaînes avec une seule manipulation génétique. Donc, on a vraiment, après, tout ensemble, ça prend quand même, je dirais, 8 à 10 ans pour arriver à ce point-là, mais on a une technologie qui est bonne. Mais ça, c'est un grand message. Si vous voulez faire une entreprise, ça ne suffit pas d'avoir une technologie qui est bonne. Il faut autre chose, et le plus important, c'est de trouver une bonne équipe qui va travailler pour l'entreprise. Alors ça, c'est tout aussi important comme la base scientifique. Et il faut aussi trouver un premier financement. Et là, il a de jolies petites histoires à raconter. Les collaborateurs clés, j'ai trouvé à Kruger Park. Il est ici d'ailleurs, et je peux vous assurer, ce n'était pas un léopard, mais c'était un jeune sud-africain avec un nom quand même très italien, je dirais, qui on a commencé à discuter, on avait une petite réunion là, et c'était tout de suite clair, c'est quelqu'un plein d'énergie, plein d'intelligence, et il m'a dit, ce que je veux vraiment faire dans la vie, je veux créer et diriger une biotech start-up. Ça, c'est ce que je veux faire. J'ai dit, Marco, je crois, on a une place pour toi, tu viens pour quelques années au labo, et quand on est prêt, tu vas partir. Et Marco, qui est d'ailleurs ici aujourd'hui, il est maintenant le CEO de l'entreprise. Deuxièmement, il faut trouver les business angels, et l'histoire est tout aussi fantastique. Il y a Sten, qui est aussi ici, qui était le bioinformaticien de notre équipe à l'époque, et il a beaucoup discuté avec Marco sur les projets, et Sten est quelqu'un de très enthousiaste. Et puis, la chose intéressante, c'est que sa femme faisait du babysitting pour un trader qui avait beaucoup de ressources. Et Sten a raconté avec tellement d'enthousiasme notre projet que le trader a dit « D'accord, je suis votre business angel, je mets l'argent là-dedans. » Disons, ce sont les histoires qui sont too good to be true, mais c'est ça. Et finalement, après 2 ans de travail, l'équipe, d'ailleurs Sten fait aussi partie de l'équipe maintenant, ils ont trouvé un contrat avec une grande entreprise américaine, c'est au moins pour un certain temps à assurer le financement de l'entreprise. Alors, où est-ce que Antion est aujourd'hui? C'est une petite entreprise biotech, mais avec une excellente visibilité internationale. Le focus, c'est en la technologie des microRNA, mais avec le but d'améliorer les CAR T-cells. La situation financière est jamais facile pour une petite entreprise, mais au moins pour l'instant, ça semble stable. Il y a des brevets très forts, et en partie, ce sont justement des brevets qui étaient créés ici à l'Université de Genève et qui sont après donné une licence à l'entreprise. Et Antion a
beaucoup de bonnes idées quoi faire dans le futur. Donc, je suis très optimiste par rapport au futur de cette entreprise. Et ils ont actuellement 14 employés et 5 sont des anciens postdocs de notre faculté de médecine. Donc, c'est aussi une belle ouverture des possibilités où travailler une fois on a fini son postdoc. Et pour finir, j'aimerais bien vous montrer ces photos. Mes collègues actuels et aussi quelques anciens collègues ont organisé une petite fête pour moi il y a 2 semaines. Et quand j'ai regardé ces photos, d'abord, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai eu la chance de travailler avec tous ces gens-là. Mais j'ai aussi me posé la question, est-ce que l'entrée dans la biotech est contagieux? Est-ce qu'il peut avoir peut-être une virus? Et je vous explique. Ici, vous avez Sana qui est en train d'incorporer son start-up dans le domaine des technologies des organoïdes. Vous avez Marco, Sten et Ophélie, que vous avez déjà vu avant, qui travaillent tous les 3 maintenant pour Antion dans des positions importantes. Vous avez Olivier et Manon. Olivier est un des fondateurs principaux des entreprises Seketis. Seketis fait quelque chose de magnifique. Ils font une espèce de sparadrap biologique qu'on peut mettre sur une plaie et ces cellules vont sécréter beaucoup de facteurs de croissance et angéliques et les plaies chroniques vont beaucoup mieux guérir. Et puis, donc, c'est prévu qu'il y aura des premières études cliniques au début de l'année prochaine. Et Manon, ici, qui va joindre comme scientifique début de l'année prochaine l'entreprise Seketis. Alors, ensuite, nous avons Patrick, un collègue de longue date, qui est le responsable de Vector Core Facility à l'Université de Genève et qui est un des cofondateurs d'Antion. Nous avons Vincent, qui est toujours le pilier de notre équipe, qui est le responsable de Screening Core Facility, donc là où on peut trouver les nouveaux médicaments dans notre faculté, et lui, il est un des cofondateurs de Cenkiotex. Vous avez Renir qui est hyperactif dans tout ce qui est biotechnologie et qui est maintenant le Chief Scientific Officer d'une entreprise à Zurich et aussi le fondateur qui s'appelle AT Life. Vous avez Fabien et Maud qui, ensemble avec Patrick et moi, ont prévu de créer une nouvelle entreprise qui va s'appeler Vectopia. Il y a Vanerie qui a créé son entreprise où elle peut faire les cartilages in vitro que vous pouvez transplanter dans les lésions de cartilage. Là, ils sont déjà dans la phase 1. Il y a déjà 5 patients qui étaient transplantés et ça marche vraiment de façon étonnamment bien. Là, vous avez Aurore qui est scientifique pour Neurix. Là, vous avez Francis, je l'ai déjà mentionné avant, qui est pas encore complètement arrivé dans la biotech, mais il a reçu le prix de l'innovation cette année. Et puis, il pense très sérieusement à la création d'une start-up. Et finalement, à ne pas oublier Flavien et Aurélie, qui n'ont pas, ou disons pas encore rattrapé le virus de biotechnologie. Voilà. Et là, maintenant, j'aimerais quand même aussi mentionner quelques personnes qui étaient importantes le long de tout ça. Et franchement, je peux vous dire, je n'ai probablement pas pu mettre tout le monde. Donc, si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Mais au moins certaines personnes, je vais mentionner. Et là, il y a Francis, merci Francis d'être venu, qui m'a accueilli à Genève en 1984. Il y a Daniel Leff, qui m'a accueilli dans son labo et qui m'a enseigné l'ABC de la science. Il y a mon ancien patron des États-Unis, Bob Clark, et un collègue très apprécié, Bill Nocif. Il y a Marek Michalak, qui est venu souvent à Genève, avec qui on a une collaboration extrêmement fructueuse. Il y a Dina et François, qui m'ont permis, la collaboration avec eux m'a permis de vraiment entrer dans le domaine de la gériatrie. Je n'aurais jamais pu faire tout seul. Il y a Constance et Stéphanie qui m'ont permis d'entrer dans les projets pulmonaires. Je n'aurais jamais pu faire tout seul.
Il y a Pascal Sen avec qui on a beaucoup travaillé sur l'oreille interne et à comprendre comment les NADPH oxydase sur l'oreille interne peuvent contribuer à certaines pathologies. Il y a Alexandra Richardson, ciao Alexandra, qui m'a accompagné dès le début de mes efforts d'aller en biotechnologie, d'abord comme membre de l'Unitech et aussi après comme quelqu'un qui a travaillé pour Clayton. Donc elle m'a beaucoup aidé dans tout ça. Et là, j'aimerais bien, je n'ai pas pu mentionner tous les membres de l'Unitech, mais j'aimerais aussi me remercier beaucoup Jennifer. Je me rappelle aussi beaucoup de Alan Cookson qui a beaucoup aidé et il y a maintenant aussi Virginie Boukikio qui nous a beaucoup aidé. Donc merci à Unitech en général, c'était une collaboration très fructueuse. Il y a aussi Jesus Martin Garcia, Benoît Dupuis, quand on a créé notre première entreprise Chenkiotex, on ne savait strictement rien comment faire une entreprise. Ils nous ont pris par la main, ils nous ont tout expliqué. Roberto Speck et Michael Pepper, qui étaient les collègues très importants pour la création de Antion et de Transcure. Nikolai Tsukowski, qui est maintenant notre CEO de Neurix et avec qui j'ai un très, très bon contact, un très bon échange. J'aimerais aussi remercier tous les doyens de notre faculté parce que j'ai eu une chance incroyable du début à la fin. On m'a vraiment soutenu, on m'a permis de faire ce que je voulais faire. Peter Sauter, Jean-Louis Carpentier, Cem et Antoine, merci à vous tous de me donner la possibilité de faire ce que j'avais envie de faire. Et maintenant, on parle encore tout brièvement du futur. Et pour moi, le futur a commencé le 1er octobre. Et la première chose qu'on a fait, c'était une road trip de 5 semaines aux États-Unis, de New York à New Orleans. Ici, vous me voyez avec ma compagne Nadine. On est à Brooklyn et vous voyez à travers les East River sur Manhattan. Magnifique. Ici, voilà Philadelphie, Washington, D.C. Vous avez, et ça c'est moins connu, le campus de l'Université de Virginie à Charlottesville. C'est un miracle, vraiment. C'était le 3e président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui était l'architecte. Il savait à l'époque des bons présidents aux États-Unis, hein? Mais ça fait longtemps. Le Blue Ridge Parkway, incroyable. Les Great Smoky Mountains National Park, Oak Island, les très belles villes du sud, Charleston et Savannah, le Okefenokee Park, pour moi un des highlights, et le Big Easy New Orleans. Mais bon, pour moi, le futur, c'est quand même pas ça, c'est pas les Transat. Comme Antoine a déjà mentionné, je vais prendre la fonction que Jean-Louis a actuellement pour organiser la vie de la Fondation pour recherche médicale et la Tulipe, et on va justement travailler dur que ça va devenir vraiment une pépinière pour les spin-offs de notre faculté et de notre université. Merci à la Fondation Clayton de me permettre de continuer à faire une recherche académique avec une petite équipe, mais je me réjouis beaucoup. Je vais quand même garder une certaine activité clinique, mais ce ne serait plus aux maladies infectieuses, mais ce serait retour aux sources, médecine interne, gériatrie. Je vais travailler probablement 1 jour par semaine dans les CMS. Et il y a toujours notre utopie de Vectopia qu'on aimerait bien commencer. Et avoir dit ça, je vous dis merci.
Merci Karl-Heinz pour ce qui ressemble un peu à un road trip, hein, cette carrière avec des animaux étranges qu'on rencontre sur la route, avec plein de rencontres de personnes inspirantes, avec un peu de serendipity, de la chance à certains moments, beaucoup de résilience, et puis des résultats magnifiques. Et puis je crois vraiment un côté contagieux. Tu l'as très bien montré sur cette image, mais je suis sûr que ça inspire non seulement ceux avec lesquels tu as été en contact, mais tous ceux qui t'écoutent et à qui ça donne envie et que, je l'espère, tu sauras accueillir. Alors j'ai l'impression que la tulipe risque d'être un tout petit peu petite assez rapidement si tu continues à ce rythme-là. On essaiera de trouver probablement d'autres solutions. Merci beaucoup. Je te remets le kit de départ. Il n'y a pas de transat. Il y a deux choses importantes. Une, justement, pour quand tu n'iras pas dans les plages tropicales, te tenir au chaud, mais avec les couleurs de la faculté. Et puis, il y a un bouquin là qui trace l'histoire des 200 précédentes années. On compte pas mal sur toi pour écrire le prochain volume avec voilà, les nouveautés, l'innovation, la création de valeur pour la société, comme tu nous l'as très, très bien montré. Puis avant de passer à l'apéro, j'aimerais bien que nos collègues d'Unitec viennent ici aussi. Je crois qu'ils ont quelque chose à te remettre. Et donc, voilà, félicitations encore. Et puis, tout de bon. Et je demande à Olivier Deloche, qui remplace Laurent Miéville, qui est appelé à d'autres fonctions politiques un peu plus loin que Genève, de venir ici au nom d'Unitec. Merci Karl-Heinz. Effectivement, ça a été un grand plaisir de travailler avec toi. Tu n'as pas chômé pendant ta carrière, mais je dois dire que depuis ton intérêt aux biotech, Unitec n'a pas chômé non plus. Je me rappelle d'ailleurs, je vois Alexandra, je me rappelle d'une négociation la veille de Noël, ta première licence que tu avais négociée avec Quark Pharmaceutique. Voilà, donc au nom d'Unitec, je voulais te remettre ce prix. Ce prix déjà, il représente tout le travail que tu as fait. Il représente aussi cette volonté de toujours valoriser tes innovations à travers la création de tes startups. Et puis, évidemment, pour recevoir un prix, il faut être premier. Tu as montré dans ta slide que tu étais un bon scientifique, 25e, j'ai marqué. Là, tu es le premier. Tu as été l'inventeur le plus prolifique de l'université. Et je te remercie pour ça. Et pour finir, j'aimerais juste partager quelques chiffres de l'activité du laboratoire de Karl-Heinz. En 20 ans de collaboration, on a regardé dans notre base de données, il nous a envoyé 43 annonces d'invention. Ce qui fait une moyenne de 2 annonces d'invention par an, ce qui n'est pas rien. Je sais que tu as un groupe énorme, mais 2, c'est déjà énorme. Comme à chaque fois, tu avais cette volonté de créer une start-up, il fallait sécuriser évidemment ces innovations. Donc on a déposé pas mal de brevets, 17 brevets prioritaires, ce qui fait pratiquement un brevet par an. Et si on comptabilise évidemment tous les brevets en phase nationale, ça fait pas loin de 50. Donc ça, je dois aussi remercier évidemment le rectorat, parce que grâce à toi, on a pu augmenter le budget des brevets pour l'université. Et finalement, évidemment, le plus important, c'est au niveau des métriques, c'est valoriser. Et pour valoriser, il faut faire des contrats de licence. On a signé 11 contrats de licence pendant 20 ans, et la création de 6 startups et bientôt 2 supplémentaires. Je te remercie. Au nom de l'équipe, évidemment, d'Unitec, ça a été un réel plaisir, encore une fois, indépendamment des personnes avec qui tu travaillais avec Unitec, parce que tu as travaillé, tu l'as mentionné, au moins avec 6 associés. Tu ne les as pas trop épuisés, mais ça a été non seulement aussi très constructif pour Unitec. Je te remets. Merci beaucoup.